Bonjour tout le monde, tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Véronique Bouchard, je suis conseillère en pédagogie au service éducatif à l'AQCPE. Donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est Accompagner en cascade. Donc, je vais vous présenter l'expérience des tables pédagogiques à l'AQCPE. Donc, au service éducatif, on accompagne des personnes qui accompagnent des personnes et ces personnes-là accompagnent des petits humains. Hein? Donc, une question qui a été quand même transversale, c'est comment on enrichit nos façons d'accompagner les leaders pédagogiques pour qu'ils puissent à leur tour le transmettre au personnel éducateur et ensuite avoir un impact dans leur pratique et pour améliorer la qualité éducative. Hein, vous voyez un petit peu. Donc, c'est cette grande question qui nous a accompagnés tout au long de notre voyage et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais vous décrire ce processus-là d'élaboration, d'amélioration continue des tables pédagogiques en s'appuyant sur une démarche réflexive. Et je vais vous partager les tout premiers effets de cette démarche sur les accompagnateurs, en l'occurrence nous au service éducatif, et sur les personnes accompagnées. Petite mise en contexte. Donc, les objectifs des tables pédagogiques étaient d'échanger des pratiques pour les professionnels, les leaders pédagogiques des CPE-BC, qu'elles puissent échanger des pratiques pour consolider et améliorer la qualité éducative. Analyser sous différents angles, on voulait avoir le 360 degrés, qu'elles puissent analyser sous différents angles les enjeux et les obstacles à la qualité éducative dans leur milieu, et de planifier des pistes d'action qui étaient significatives permettant de soutenir cette qualité-là. Donc, qui participe? Des CPE-BC membres de l'AQCPE qui viennent de 5 régions du Québec et qui étaient animés par 5 conseillères en pédagogie de l'AQCPE. Voici nos régions et le nom de mes collègues pour que ça rende ça un petit peu plus personnalisé. OK, bon, c'est ça. Laval, on avait un regroupement avant, on l'appelle le LLLA, mais Isabelle, elle l'a changé hier. Fait que vous l'avez au long. Donc, les rôles et les responsabilités, c'est important pour nous. On a fait une charte de collaboration aussi. Donc, c'est important pour nous de se positionner comme animateur, comme facilitateur. Donc, nos rôles, c'était vraiment d'animer, faciliter les rencontres, structurer les échanges, susciter la réflexion. On était gardien du climat, mais aussi de préparer certains contenus pour alimenter les réflexions. Donc, c'est clair qu'on s'en est pas là, donner une formation ou un atelier. On animait des tables pédagogiques. Le rôle du participant, de la participante, on demandait aussi de s'engager activement lors des rencontres, donc nourrir les échanges, participer à son expérience, partager son expérience, soulever des questionnements, des enjeux, des préoccupations, puis participer aussi à la recherche de solutions et au besoin d'allouer du temps en dehors des rencontres pour se préparer à la rencontre à venir. Ceci dit, il y a des gens qui ont préparé eux-mêmes des contenus. C'était très, très intéressant de voir justement les leaders pédagogiques s'engager comme ça et de préparer eux-mêmes des contenus qu'ils venaient présenter à leurs collègues. Oh, je parle de place. Donc, on a envoyé un sondage préalable pour voir de quoi vous avez envie de nous parler. Et on avait plusieurs questions qui commençaient toutes par « comment ». Donc, on avait plusieurs questions qu'on leur a fait part. Et voici un petit peu ce qui en est ressorti là, pour l'ensemble des tables qu'on allait animer. Voici les sujets qui ont ressorti. Donc, 100% des participants ont mis en choix numéro 1 la pratique réflexive. Donc, et même, il y en a qui ont choisi de la réinvestir tout au long des tables. Il y avait aussi la question de l'accompagnement, du développement professionnel du personnel éducateur, l'inclusion des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers, le partenariat avec les parents. Il y avait beaucoup de questionnements aussi en lien avec ça. Et au niveau des pratiques éducatives et le processus de l'intervention éducative, notamment sur le jeu libératif, le développement du langage et de la pensée des enfants. Donc, voici un petit peu comment ça se divisait. On avait 4 rencontres qui duraient 3 heures, c'était en virtuel. On a une rencontre à la fin également. Là, on a un 6 heures, il y a un petit... C'est 6 heures en présence, donc à la fin mai. À la fin mai, on va tous animer des tables pédagogiques en présentiel. Donc, les tables, dans le fond, les 2 premières avaient des sujets communs. On voulait faire une rencontre d'introduction sur la qualité éducative, d'être capable de mettre la table. Là, vous parliez de partage des visions et tout ça, on a tous la même vision. Et puis, si elle est différente, c'est bien correct aussi, discutons-en. Et aussi la pratique réflexive. Donc, c'était nos 2 premières rencontres. Puis après ça, vous voyez que ça évolue, selon les sujets, selon les participants, selon aussi les animateurs. Donc maintenant, je vais vous parler du processus d'élaboration des tables pédagogiques en s'appuyant sur une démarche réflexive. Donc,
On s'est rendu compte, en fait, avec du recul, qu'on avait élaboré nos tables en 4 phases. En prenant du recul, on se rend compte de beaucoup de choses. Donc, notre phase 1, on a élaboré nos tables en s'appuyant sur des savoirs empiriques et théoriques. Donc, chacun des conseillers avait eux-mêmes des savoirs, que ce soit des savoirs d'expérience, selon leur formation initiale, formation continue, selon les approches théoriques qu'ils valorisent et tout ça. Donc, on a commencé à amorcer cette vision commune-là. On a eu plusieurs discussions qui portaient sur, excusez, je suis mélangée dans mes affaires, donc une structure commune pour les rencontres. Comment on va se doter d'une structure commune tout en restant souple pour répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe. On a beaucoup jasé aussi sur la posture de facilitateur, de co-chercheur, de co-joueur. Comment on va faire pour accompagner les réflexions, faire vivre des expériences, amener des idées, amener du contenu, mais sans tomber dans la posture de l'expert. Fait qu'on s'est beaucoup questionné là-dessus aussi. Comment on va faire pour favoriser le pouvoir d'agir de nos leaders pédagogiques pour qu'elles puissent ensuite le redonner au personnel éducateur? On s'est doté d'une charte de collaboration, donc comment favoriser la participation et l'engagement de nos leaders pédagogiques lors de ce processus-là. On a défini aussi nos processus internes de rétroaction. Hein? Donc, c'est quoi les points de chute qu'on allait se donner? Qu'est-ce qu'on allait faire pour s'ajuster, s'adapter? Fait qu'on a tout réfléchi à ça pour mettre à profit nos apprentissages, parce qu'on savait qu'en plongeant dans cette aventure-là, on allait découvrir beaucoup de choses. Et on a parlé notamment des thèmes communs pour la première et deuxième rencontre, et on a jasé entre nous de qualité éducative, de pratique réflexive. Puis c'est là qu'on a eu quand même des premiers échanges autour de la revue, la fameuse revue Petite Enfance sur l'approche réflexive. Donc, voici suite aux 2 premières tables des constats qui ont sorti, okay? Qui ont sorti en équipe, dans notre équipe, en fonction de ces 2 premières tables-là. On s'est rendu compte que l'engagement n'était pas le même d'un groupe à l'autre. Si certains de mes collègues sentaient que les participants s'appropriaient bien l'espace, d'autres ont ressenti qu'ils étaient plus comme en posture de donner et les participants de recevoir. Donc, on s'est questionné sur notre posture, sur la structure de nos animations, sur les attentes des participants. C'est important, ça aussi. On s'est demandé aussi, est-ce qu'on a bien saisi c'est quoi la pratique réflexive puis comment on va la valoriser auprès des participants? On a-t-il des bases similaires? C'est quoi nos bases au niveau de la pratique réflexive? Fait qu'on s'est questionné sur nos repères théoriques, notre niveau de compréhension, nos actions, notre posture aussi. Et en terminant, on s'est rendu compte que les participantes avaient de la difficulté à se souvenir des échanges d'une rencontre à l'autre. Donc, toutes les modalités, les fameuses modalités de suivi. Donc, c'est quoi nos modalités de suivi pour garder les échanges vivants et applicables entre les rencontres? Donc, notre deuxième phase, c'est que là, on s'est dit, hey, on se rencontre, gang, on se fait une grosse rencontre, un gros power, puis on lit toute la revue de Petite Enfance sur la pratique réflexive, du début jusqu'à la fin, puis on s'en parle. C'était vraiment une belle rencontre. Et on s'est posé 2 questions. Donc, la première question, c'est quel lien on fait entre les éléments théoriques et pratiques issus de la lecture et l'animation de nos tables pédagogiques. On avait ça à répondre avant la rencontre. Hein, il fallait arriver préparé. Et ensuite, on s'est dit quel élément de notre lecture on souhaite réinvestir dans la prochaine animation de notre table pédagogique ou notre prochain atelier. Qu'est-ce qui nous a inspiré? Donc, voici ce qui en est ressorti. On s'est rendu compte, dans le fond, qu'on avait certaines pratiques en concordance avec ce qu'on lisait. Il y avait des choses qui résonnaient, notamment de créer un climat propice aux apprentissages, d'encourager une culture de la réflexion, un espace sécuritaire pour le faire. On avait l'impression vraiment que nos participants arrivaient à se livrer en toute vulnérabilité, à partager des choses. On a vécu, on a ri, on n'a pas pleuré, mais on a eu des émotions quand même. Prévoir des espaces-temps, on s'est rendu compte qu'on avait quand même alloué suffisamment de temps là, pour permettre l'approfondissement de la réflexion et la capacité de prendre en compte la zone de développement professionnel des groupes qu'on accompagne. Au niveau de à consolider, ajuster ou qu'est-ce qui nous a inspiré davantage, bien, mettre en place des mécanismes de suivi et d'accompagnement entre les rencontres, mais aussi de continuer à structurer notre façon de faire en lien avec la pratique réflexive. On s'est dit, bien, on ressent le besoin de structurer un petit peu plus nos façons de faire. Et d'utiliser des vidéos lors des animations. Je fais référence au dernier texte là, de la revue Petite Enfance parce qu'il se filmait, il utilisait des vidéos pour les rétroactions.
La question de co-construire la démarche, les questions, les sujets que les participantes souhaitent aborder, puis la posture de facilitateur, comment l'incarner davantage, ça aussi, c'était des sujets. Certains conseillers disaient, ben moi, ça va bien, d'autres, moi, je sens comme des petits coincements. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à aborder. C'est une de mes collègues, des citations de collègues. Donc, avant de lire la revue, j'avais l'impression de ne pas savoir grand-chose sur la pratique réflexive, mais j'ai réalisé en cours de route toutes les choses que je fais déjà qui permettent d'instaurer cette pratique auprès de ceux que j'accompagne. Donc, je pense que cette phrase-là, je la trouvais super intéressante parce qu'elle résonnait quand même en chacun d'entre nous. Cette rencontre-là nous a permis de rendre conscience qu'on faisait de manière inconsciente, en fait. Donc, il reste... Bon, il y a eu la phase 3. Hein. Suite à cette rencontre-là, on a ajusté certains paramètres que je vous présente ici. Je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai des choses vraiment cool à la fin que je veux pas manquer. Et notre phase 4 va être la récolte des effets du processus sur les participants. Donc, il va y avoir un sondage, puis elle va être réalisée aussi en présentiel. On va faire vraiment un bilan complet de notre première année. Donc, un petit regard sur les personnes qu'on a accompagnées, en fait, là, si je peux vous ramener ça. Donc, voici les discussions qui ont suscité de l'intérêt chez les leaders pédagogiques en lien avec la pratique réflexive. Donc, on a beaucoup jasé de pratique réflexive personnelle versus celle d'équipe. Hein. Ça revient aux différentes opportunités de la réaliser, d'être capable de diversifier les occasions de la faire vivre, tant au niveau de l'accompagnement individuel, mais que l'accompagnement d'équipe. Il y avait aussi structurer la pratique réflexive dans une culture organisationnelle. Donc, quand, c'est comment on fait ça, pourquoi on fait ça. Bon. Le rapport d'autorité, hein, parce qu'on sait qu'en bureau coordonnateur, hein, il y a la CSPT, là, tout ça, il y a l'agent de conformité. Donc, comment on instaure une pratique réflexive quand on a une partie de contexte d'autorité? Hein? Quand même, il y a un contexte, quand même, un lien hiérarchique aussi là, entre les individus en CPE. Donc, comment instaurer la pratique réflexive dans un contexte hiérarchique? Des conditions de base de succès pour favoriser la réflexion, les liens entre la pratique réflexive, l'accompagnement des adultes, les stratégies de transfert et d'utilisation des connaissances. Et on a beaucoup échangé sur la posture du facilitateur et le développement du pouvoir d'agir aussi. Donc, certaines limites hein, qui ont été observées par notre équipe, mais aussi par les professionnels qui étaient présents. Donc, c'est sûr que c'est une posture qui prend du temps à être comprise, intégrée au quotidien. Il y a aussi une perception que ça peut être compliqué et que ça peut prendre trop de temps. Hein. La vie au travail, ça va très vite. Il y a de la diminution aussi des heures, du temps alloué à la pédagogie. Des fois, les conditions de travail ne sont pas trop optimales. Donc, ça peut être tentant de prendre des raccourcis et de chercher des recettes toutes faites. Il y a aussi la question du rapport à l'autorité dans la culture du travail. Donc, certains employés pourraient ressentir une certaine menace, peut-être, dans cette façon de faire. Hein. C'est pas toujours aisé de plonger, de se montrer vulnérable aussi, de partager ses croyances, ses valeurs, ses façons de faire. Ça peut être menaçant pour certaines personnes. Et afin d'être pratiqué dans un espace sécuritaire, la base de confiance doit être établie entre les gens qui la pratiquent et qui la promeuvent. Ça prend un climat de travail qui est quand même, somme toute, favorable, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas non plus. Et au niveau de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, certaines professionnels sont encore au niveau de bien connaître et comprendre ce qu'elles ont à faire. Donc, la question de prendre du recul, de réfléchir et tout ça, ça peut être plus complexe à ce moment-là. Ça, c'est des effets. Vous allez avoir le PowerPoint, OK? Mais c'est les premiers effets, en fait, de ce que les gens nous ont amené. Donc, je pense que, somme toute, ça a été très positif pour elles. Bon, excusez, petite animation. Bon, nos réflexions à venir au service éducatif. Donc, boucler des boucles. Oh non, attendez, ici. Donc, une certaine réflexion sur le processus itératif. Donc, se poser des questions et dans une pratique réflexive, ça peut être exponentiel, ça peut être étourdissant aussi. Donc, à quel moment on se dépose, à quel moment on se repose, et avant de prendre le temps de continuer de se poser des nouvelles questions. Aussi, c'est sur quoi on s'appuie. Hein? Définir des terrains de jeu, des conditions gagnantes, des bonnes pratiques. On peut avoir des appuis théoriques, mais aussi des appuis qui sont tirés de l'expérience. C'est sûr que cette année-là nous aura permis d'identifier plus clairement nos appuis, bien qu'il reste à consolider. Un autre
paix. Attendez, je vais juste, parce que je veux tout vous dire. Structurer la pratique réflexive. Donc, quels sont les éléments qu'on structure, puis quels sont ceux qui s'adaptent aux individus, au contexte? Au début, on avait cette belle volonté-là d'avoir tous la même structure de rencontre. Ouais. On tenait vraiment à avoir des bases communes, mais par la force des choses, on s'est rendu compte qu'on a tous à notre manière modifié ces bases-là. On est quand même des individus différents, puis nos participantes étaient différentes aussi, donc ils nous ont amenés sur plusieurs pistes, donc d'être comme standard, c'était peut-être pas la meilleure chose. Donc, la pratique réflexive, ce qu'on se rend compte, c'est pas comme une recette, c'est pas comme faire un gâteau au chocolat, donc elle s'incarne puis elle se construit au gré des humains puis la pratique. Rapidement, je vous laisse avec 2-3 extraits de mes collègues. Oui, ils sont avec nous aujourd'hui pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a ressenti dans notre démarche. Quand on lit les articles de la revue Petite Enfance, il y a plusieurs manières de faire vivre la pratique réflexive. On ressent le besoin de trouver notre manière de faire. Il peut être facile de s'y perdre, donc on se mouille. J'essaie cette façon de faire-là, on va la vivre et on va voir si ça nous convient. C'est ma rencontre qui a eu le plus de succès. Chaque sous-groupe est parti de ses propres mises en situation. Je ne savais pas ce qui allait sortir de ça. Rapidement, c'est pas tout le monde qui gagne à réfléchir en grand groupe. Il y en a qui trouvent ça difficile. Comment on fait pour s'assurer que la pratique réflexive émerge de chaque personne? Et en terminant, on part d'elle, on part de l'expérience des participants. Ça marche vraiment beaucoup. Ce qu'on fait, c'est d'aider les personnes à créer un sens avec ce qu'elles font et de les aider à rendre leur pratique plus consciente. C'est tout.